Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va attendre 5 minutes que le monde arrive et je vous explique le petit live de ce soir. Donc qui c'est qui a? Toujours comme d'habitude, j'ai pas les commentaires, hein. La censure fait rage, voilà. Donc ce soir, je voulais vous faire un petit live sur une théorie qui est le basculement de l'axe de rotation de la Terre, en fait. Voilà. Il m'a posé beaucoup de problèmes, en fait, parce que déjà, je précise, ça reste une théorie, d'accord? C'est pas une vérité en soi. Voilà, comme vous le savez, ça fait maintenant plus de 8 ans que je fais plusieurs recherches dans tous les domaines et forcément quand, on s'intéresse à tout, des moments, il y a des connexions qui se font et ça amène à une vision de de quelque chose qui pourrait arriver. Voilà, donc ça reste une théorie, je dis bien une théorie. Par contre, ça a l'avantage de poser des questions. Quand je fais des lives, c'est toujours ça en fait. Je dis pas que ce que je dis est vrai. Par contre, ça a l'avantage de poser des questions qui permettent d'aller creuser plus loin, si ça intéresse, bien sûr. Voilà. L'autre problème que j'ai eu, c'est qu'en fait, ce que je vais vous exposer, c'est sur le modèle de Terre ronde. Voilà, comme on nous l'a vendu à l'école, dans les journaux, les sciences et compagnie. Voilà. Je suis obligé, parce que j'ai dû m'appuyer de faits scientifiques, même si on sait que c'est tout faussé, hein, entre nous, pas ceux qui ont les gobies ouverts. J'ai dû me baser aussi sur des articles, donc voilà. Et j'ai dû le faire sur le modèle Terre ronde. Après, je sais que la forme de la Terre, ça pose beaucoup de problèmes, parce qu'il y a beaucoup de théories. Il y a Terre ronde comme on nous la vend. Il y a Terre ronde, mais plus grosse, avec un cratère sur le dessus, où nous serions dedans. Ça expliquerait pourquoi le niveau d'eau est plat, d'accord? Et le modèle Terre plate. Alors, je précise bien, ce modèle, cette théorie que je vais vous démontrer, c'est basé sur le modèle de la Terre globe, comme on nous la vend. Vraiment globe. Euh, Parce qu'il a fallu que je m'appuie sur des articles et des faits. Voilà. Donc, ça ne sera pas la peine de me dire, Thierry, ce que tu dis, c'est faux parce que la Terre est plate ou la Terre est plus grande. Je m'en fous. Moi, c'est basé sur ça, mon live. D'accord? Et uniquement sur ça. Maintenant, qu'on me dise, par exemple, que la Terre est plate, je ne dis pas que c'est pas vrai, hein, mais qu'on me dise que la Terre est plate, moi, je demande qu'une chose, c'est qu'on m'amène la preuve. Voilà. Ce sont que des théories. Que des théories de regroupement de personnes qu'on fait, mais il n'y a rien de factuel. Comme la Terre plus grosse avec un cratère, ça reste une théorie. Il n'y a rien de factuel. Comme la Terre globe, comme on nous la vend, pour moi, je me dis franchement, c'est un fake. Voilà, parce qu'on n'a pas de photo réelle, c'est des montages informatiques. Ils ne sont pas capables de nous donner une photo, une vraie photo de la Terre. Voilà. Donc, ce live, il est basé là-dessus. Si on me dit Thierry, c'est faux parce que la Terre est plate, c'est pas la peine. Ou alors amène-moi la preuve. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais dire, c'est basé sur la Terre ronde comme on nous la vend, avec le diamètre qu'elle a. Cette théorie, elle est valable pour ceux qui pensent que la Terre est plus grosse, parce qu'elle reste ronde. Après, pour ceux qui pensent que la Terre est plate, euh, comment dire, les signes que je vais vous démontrer dans le live euh, seront différents. Les causes qui vont arriver sur le modèle Terre plate seront différentes, mais ça sera les mêmes. Seulement, euh, j'ai pas la raison. J'ai pas la raison qui déclencherait ceci sur un modèle de Terre plate. Par contre, j'ai la raison sur le modèle de Terre globe comme nous l'avons ou plus gros. Voilà. Je tenais juste à le préciser. Après, autre chose, je risque de me perdre dans le live parce que c'est des regroupements que j'ai fait en plus de 8 ans de recherche. Le problème, c'est que c'est tout dans ma tête. J'ai une tête, c'est un sac de nœuds là-bas dedans. Donc tous ces regroupements, je les ai faits et j'en arrive là maintenant au bout de 8 ans de recherche. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai dû tout regrouper par des articles aujourd'hui, enfin, c'est-à-dire monter ce live par rapport à ce que je savais. Donc c'était un gros boulot de recherche, hein. J'ai attaqué ce live à 16h.
je l'ai fini à 19h30. Donc, j'ai mis 3h30. Donc, je suis déjà un peu fracassé là. En plus, c'est le vendredi, fin de semaine, je suis bien fracassé. Donc, je risque de me perdre. Donc, je risque de faire des allers-retours dans mes explications. Voilà. Donc, je vais prendre le temps. On va prendre le temps ce soir pour bien que je vous explique ceci. Ensuite, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, je vais dérouler mon narratif. Après, je mettrai le lien dans le chat. Et s'il y en a qui veulent commenter, qui veulent monter, vous cliquez dessus, vous montez, vous serez à l'écran. Ceux qui veulent monter, mais qui ont peur de montrer leur visage, vous mettez une photo ou vous montrez votre mur, et puis voilà. On est d'accord? Donc, allez. Donc, je vais vous parler du basculement de l'axe de la Terre. On va parler de ceci. Pour ça, il faut qu'on parle du champ magnétique, également de la Terre, et du réchauffement climatique. Parce qu'en fait, ces trois choses sont liées. Voilà. Donc, pour commencer, on va commencer par le champ magnétique. Je pense que c'est. Je vais vous montrer une toute petite vidéo, elle ne dure pas longtemps. Oui, j'aime bien fonctionner par vidéo parce que c'est très explicite. Donc, cette petite vidéo, c'est pas longtemps, mais ça va vous montrer le champ magnétique, comment il fonctionne. Il y en a pour peut-être 1 minute, grosso modo. Donc, je vous mets ça. C'est parti. En tournant sur lui-même, le noyau métallique de la Terre crée un champ magnétique. Sa zone d'influence dans l'espace constitue la magnétosphère. Ce champ possède deux pôles, un nord et un sud, très proches des pôles géographiques. La magnétosphère est déformée par le vent solaire dont elle dévie les particules chargées. Elle protège ainsi la vie sur Terre contre une irradiation mortelle. Lors d'éruptions solaires, des particules chargées portées par le vent solaire peuvent pénétrer au niveau des pôles. Elles provoquent ainsi des aurores polaires. Donc, je disais ça concerne le champ magnétique de la Terre, c'est ce qui nous protège. Sans ce champ magnétique, on recevrait des particules solaires et ça cramerait tout. Il n'y aurait pas de source de vie sur la Terre. Et si, bonsoir Martine, et si ce champ s'affaiblit, ça a également des conséquences sur le climat et surtout sur le vivant. Mais tout le vivant, aussi bien être humain que végétal qu'animal. Voilà. Donc je vais continuer mon narratif. On va se pencher sur le basculement des pôles maintenant. On va voir comment il peut se produire. Et bonsoir Joël. Ah, je suis content que tu sois venu. Tu parlais des chemtrails. On va en parler justement. Dans le dernier live, je te parlais des chemtrails, que c'était fait pour refroidir. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais on va en parler plus loin. Donc je disais, là je me sers d'un blog pour vous expliquer ça. Mais bon, c'est qu'un blog, c'est quelqu'un qui écrit, il peut écrire tout et n'importe quoi, mais c'est le contenu. J'en ai juste ma baffe, voilà. C'est le contenu qui est important, parce qu'il explique les signes avant-coureurs, grosso modo. Donc je vais vous le lire, je vous le mets à l'écran déjà. Je ne peux pas enlever ça, non, c'est bon. Alors, le basculement des pôles, c'est pour bientôt. Le retournement des pôles magnétiques terrestres est en cours. Depuis 700 000 ans, aucune inversion n'a eu lieu. Or, les scientifiques ont remarqué que depuis 50 ans, le champ magnétique a globalement beaucoup décru et que la position du nord magnétique se déplace de plus en plus vite. Une étude sur les 300 ans grâce au relevé du champ magnétique par la marine anglaise a permis de remarquer dans les océans Pacifiques une zone dans laquelle le champ magnétique est 30% plus faible et dont la taille a énormément augmenté sur cette période de 300 ans. Les simulations sur ordinateur montrent que l'inversion du champ magnétique terrestre commence toujours par une chute spectaculaire du champ magnétique. Donc là, comme je vous dis, je m'appuie toujours sur des faits scientifiques et d'actualité. Voilà, ça vient de Futura. L'affaiblissement du champ magnétique terrestre se confirme. Chute du champ magnétique dans de nombreuses zones appelées bulles d'inversion, puis ces bulles d'inversion se chevauchent.
et font chuter grandement l'ensemble du champ magnétique terrestre. Ensuite, durant ces quelques dizaines d'années, voire quelques centaines d'années, le champ magnétique est totalement instable et peut varier des dizaines de fois alors que son intensité, je pense, reste environ 100 fois plus faible que celle d'aujourd'hui. Les scientifiques affirment que le champ magnétique a commencé son inversion. Ils affirment notamment que notre champ magnétique pourrait alors se dégrader en quelques années seulement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une chose qui arrive d'un coup. C'est graduellement. Pendant le chaos magnétique, on peut alors observer jusqu'à 8 pôles magnétiques sur la surface du globe, zone dans laquelle les champs sont totalement différents, mais dont l'intensité reste faible. On pourrait penser que tout cela n'est qu'une curiosité de la nature, au même titre que les éclipses, mais pas du tout, c'est une vraie catastrophe qui peut déclencher de spectaculaires éruptions volcaniques. Alors, c'est-à-dire que pendant cette période, je vais revenir ici, voilà, il y aurait une augmentation des éruptions volcaniques. Donc, j'ai fait le tour de ce qui s'est passé un petit peu là. J'ai regardé sur plusieurs années. Je suis tombé sur un article, je vais vous le montrer. Je vous le mets à l'écran. Concernant les éruptions volcaniques, en 1990, il y en avait 55. En 2010, on est passé à 82. Et en 2013, à 83. Là, ça montre qu'en l'espace de... En 20 ans, ça a pris, allez, on va dire, entre 30 et 40%. Ça confirme le fait, en fait, de ce que je vous dis. Parce que c'est graduel. Ce n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup et qui est catastrophique, c'est graduel. Donc là, on serait dans ce sens, grosso modo. Je vais continuer. Les animaux sauvages, notamment migrateurs ou aquatiques, pourraient prendre des comportements totalement aberrants, voire agressifs. Je vous rappelle que je vais revenir ici, on a pu voir cette année que les animaux ils fonctionnaient bizarrement, surtout les volatiles. Et aussi ce qui est marin, ils s'échouent. Il y a beaucoup d'animaux qui se sont, des orques, des dauphins, qui se sont échoués sur les plages, parce qu'en fait, leur orientation, c'est une boussole magnétique. Donc, si le pôle bascule, eh ben, le nord, c'est plus pareil. Donc, eux, comme ils filent toujours au nord, en fait, eh ben, ils s'échouent sur les rivages. On a pu voir des animaux aussi, comme les oiseaux, qui partaient pas à la même période, ou alors qui partaient pas dans les mêmes directions. C'est parce que leur boussole, elle est inversée. Ils parlent de comportements bizarres aussi chez les volatiles. On a pu voir des poules qui tournent en rond, qui tournent en rond, qui tournent en rond. Après, c'est vrai que je parle à ceux qui sont un peu réveillés, qui ont les yeux ouverts, qui voient comment fonctionne ce monde. Donc ça, vous avez pu le voir. Bon, je vais revenir ici. Alors, donc les animaux sauvages, notamment migrateurs ou aquatiques, pourraient prendre un comportement totalement aberrant, voire agressif. N'ayant plus de bouclier magnétique, on assisterait aussi à une exposition de tout être vivant au rayonnement cosmique et aux éruptions solaires. On pourrait ainsi assister à des folies comportementales chez l'homme, comme des crises d'angoisse, des suicides, des pillages en hausse, sans compter l'accroissement spectaculaire des décès dus au cancer. Je reviens ici. On peut voir que les cancers sont en train d'exploser actuellement. Bon, selon les positionnements, voilà, c'est dû au Covid, c'est dû au vaccin, c'est dû un peu à tout. Moi, je reste là-dedans. Il y a une explosion de cancer. On voit qu'actuellement, on a des explosions de cancer aussi. Seul élément positif, on assisterait en permanence dans un monde entier à de magnifiques aurores boréales. Je reviens ici. C'est bientôt fini. Hein.
Après, on continuera. Ce qui est surprenant, c'est que l'attention du public est surtout dirigée sur le risque de collision avec des astéroïdes, alors qu'une menace très importante comme l'inversion du champ magnétique terrestre est déjà en marche, mais reste en grande partie ignorée du grand public. Je reviens ici. Donc voilà, là j'ai fait le tour avec vous de ce que ferait un affaiblissement du champ magnétique. Voilà. J'ai fait vite pour faire le live. J'aurais pu vous trouver plein d'articles. Je vais vraiment à l'essentiel en fait. Je regarde juste ça. Si, je voulais vous montrer celui-là aussi. Faut juste que je retrouve. Voilà, je vais vous le montrer celui-là. Ça concernait les orques, les dauphins et compagnie. En France, toutes les espèces de mammifères marins sont protégées. Ce statut ne les épargne pas pour autant de subir des pressions directes ou indirectes et de mourir prématurément. Pour la période de 1990 à 2019, près de 27 000 individus échoués ont été recensés en France métropolitaine et 1280 dans les territoires ultramarins. L'augmentation du nombre d'échouages sur le littoral métropolitain est significative depuis cette date. Avec près de 2600 échouages, le résultat de l'année 2019 est le plus important jamais enregistré sur la période de 1990 à 2019. Donc je vous répète, s'il y a un basculement de pôle, ça commence par un affaiblissement du champ magnétique et il y aurait des signes précoureurs comme tout ce que je viens de vous annoncer. Voilà. Je précise, ça reste une théorie, c'est des regroupements que j'ai faits. Je ne dis pas que ça va arriver, je ne dis pas que ça ne va pas arriver non plus. Voilà, donc il faut vraiment le prendre, on va dire, avec des pincettes. C'est un support, je dis bien c'est un support si vous voulez chercher plus loin. C'est tout, voilà. Je fais le tour, voilà. Ok, alors ceci entraînerait aussi un réchauffement climatique. On voit qu'on est en plein dedans. Hein. Je vais vous mettre le post, mais bon, de toute façon, ça, vous le savez, hein, il n'y a pas besoin de vous sortir un article officiel. Le réchauffement climatique modifie l'axe de rotation de la Terre. Là, ils le disent. Et c'est sur ça que je veux attirer votre attention. L'axe de rotation de la Terre. Qu'est-ce que ça peut provoquer? Déjà, là, ils affirment que l'axe est en train de se modifier. Donc, je reviens ici. Et là, je prends mes papiers. Voilà. Donc, alors, il faut que je me repère. Hein. Donc, oui, l'explication du basculement. Comment il pourrait arriver? Eh ben, tout simplement avec le réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique, il vous fait fondre le pôle Nord, il vous fait fondre les glaces, il vous fait fondre aussi les glaciers montagneux. Une sphère ou une boule, quand elle tourne, elle a un axe de rotation. Cet axe, il est en fonction des masses qui sont réparties dans cette boule. Si la masse change, son axe change. C'est-à-dire, si vous prenez une boule qui tourne, s'il y a plus de masse d'un côté, elle va se pencher et son axe va dévier. D'accord? Donc, ce réchauffement climatique, en faisant fondre les glaciers montagneux et les banquises, en fait, il y a un déplacement d'eau. Ce déplacement d'eau, il va ailleurs et l'axe bascule. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Voilà. Ça va provoquer aussi des volcans. Pourquoi? Parce qu'en fait, les plaques tectoniques, c'est des plaques qui flottent. Elles flottent sur le magma. D'accord? Donc, s'il y a un basculement, ces plaques, elles bougent. En bougeant, ça libère on va dire des ouvertures, ce qui provoque des éruptions de volcans. Et comme on a pu voir, les augmentations de volcans de des années 90 à maintenant, ça a pris à peu près 40%.
D'ailleurs, j'ai les chiffres, je vais vous les dire. Là, je les ai notés, hein, je ne suis pas allé chercher les articles parce que j'aurais un ordinateur qui était bourré de pages. Voilà. Donc, concernant les catastrophes naturelles, il y en a eu plus de 60% en 10 ans. Ça a augmenté de 60%. Les éruptions volcaniques, dans les années 90, il y en avait en moyenne 55. Dans les années 2010, c'est passé à 83 en moyenne. Les tremblements de terre, dans les années 2000, ont augmenté de 49%. Voilà, donc ça confirme en fait qu'il y aurait ce basculement dû au réchauffement climatique. Il y a aussi là, donc je vous disais, si les glaciers fondent, les eaux montent. C'est logique. Si ça fond, ça monte. Les eaux, je les ai, oui. Au XXe siècle, les océans ont monté de 19 centimètres. C'est x2 en 20 ans. Ça montre que les glaciers fondent et que l'eau se relève. Maintenant, est-ce que c'est déjà arrivé dans le passé? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, à plus ou moyen grande échelle. Voilà, mais c'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé en 1892. Je vais vous montrer, j'ai une vidéo. Je vais vous la passer d'ailleurs tout de suite. Et vous allez voir ce que ça implique. Elle est où? C'est pas ça. Il faut que j'aille la chercher, elle est ici. Bon, c'est une vidéo qui dure 8 minutes. Mais c'est des vidéos d'archives, voilà, qui datent de 1892. Vous verrez l'eau et ce que ça a impliqué. Et je parle au point de vue mondial, hein. Ce n'est pas uniquement dans une région, c'est mondial. Je vais vous la chercher. Attendez, avant que je regarde s'il n'y a pas quelques questions. Non, 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 c'est bon, ok. Je vous passe cette vidéo et on en parle après.
Donc voilà. Voilà. Non, je regarde le chat en même temps. Oui, Pascal, je vais t'expliquer le tsunami. Vous savez, hein, c'est autre chose. C'est très différent. Voilà. Comme vous avez pu le voir, c'est déjà arrivé dans le passé. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est à petite échelle ou grande échelle. Je ne vous mets pas des articles parce que c'est vraiment un gros boulot de recherche à faire. Comme je vous ai dit, c'est un support, c'est à vous à faire les recherches. Mais si vous allez dans le passé, vous allez trouver tout ceci, hein. Ça sera officiel, ils vous diront qu'il y a eu plusieurs basculements de pôles magnétiques, donc, qui entraînent donc forcément le basculement de l'axe de la Terre. Et plus ce basculement est gros, plus les inondations sont importantes. Voilà. Ce qui craint, vraiment ce qui craint, c'est que ce pôle magnétique, en fait, il n'est jamais droit. Il vacille toujours. Toujours. De 10 mètres, je crois, d'après ce que j'ai lu, ou de 10 degrés, je ne me rappelle plus exactement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, s'il est trop important, quand il arrive à la norme, au lieu de revenir, il continue. Et s'il continue, il va faire ça. Et s'il fait ça, ça fait une grosse catastrophe. Là, actuellement, on est dans ces catastrophes. Mais ces catastrophes ont augmenté, ont vraiment, vraiment augmenté ces temps-ci. On peut voir qu'il y a plein d'inondations de partout. D'ailleurs, je vais vous mettre en lien une chaîne à suivre si vous êtes intéressé qui retrace toutes les catastrophes mondiales qu'il y a actuellement. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc pour l'instant, enfin, jusqu'à présent, il était stable dans sa limite, mais là, il commence à trop basculer. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de tremblements de terre, que les éruptions volcaniques s'intensifient et qu'il y a beaucoup d'inondations. Mais le point critique, s'il est atteint, il va faire ça. Ce qui veut dire que les régions froides vont devenir les régions chaudes et les régions chaudes vont devenir les régions froides. Il y aura plusieurs pôles magnétiques en fait. Et plusieurs, pour faire simple, plusieurs périodes de froid qui seront un peu de partout. Ça ne sera pas fiable. Ça sera un coup dans un pays, un coup dans un autre, et ainsi de suite. Il y aura des périodes froides, et ensuite dans le même pays, il y aura une période très chaude. C'est un peu ce qu'on vit actuellement. Le temps il est totalement détraqué. Un coup on a chaud, un coup on caille. Il fait chaud, il fait froid. En Chine actuellement, ou au Japon, ils ont vécu un hiver terrible. La ville, elle est glacée. Elle est glacée, c'est un glaçon. Juste avant, c'était aux États-Unis. Il y a eu aussi le Canada ou l'Australie, je crois, je sais plus. Vous voyez, ça démontre qu'en fait, eh ben, le pôle, il change. Le climat, il change vraiment. Mais c'est ce point critique-là qui risque d'entraîner une catastrophe. Après, là, maintenant, je vais passer côté biblique, parce que je m'intéresse beaucoup à la Bible. Même si pour ceux qui sont au courant, les religions, c'est pas du tout ce qu'on croit. Mais bon, je vais pas rentrer dans le débat, c'est autre chose. Je m'intéresse beaucoup à la Bible parce que beaucoup de choses sont écrites dedans. Après, il y a des vérités. Enfin, je reprends la phrase de Cassie, la personne avec qui on a fait live la dernière fois. Elle a dit une phrase, je l'adore cette phrase. Dans toute vérité, il y a du faux, et dans tout faux, il y a des vérités. Voilà, il faut arriver à distinguer. Donc, je me sers beaucoup de la Bible, et on trouve plein de choses dans la Bible, en fait. Je vais vous parler de Noé, en fait, avec l'arche de Noé. Je vais vous mettre une petite vidéo. Je vous mettrai le lien aussi de la vidéo. C'est important de... Enfin, important. C'est bien d'écouter ce monsieur. Parce qu'en fait, il dit que l'arche de Noé, c'est pas du tout ce qu'on croit. C'est pas du tout un bateau. Voilà. La Bible, elle a été écrite, elle a été traduite et retraduite et retraduite et retraduite. Et après, c'est des interprétations. Il y a des mots qui ont été changés et en changeant les mots de la Bible, ça change la Bible. Voilà. Et ce monsieur-là, il a lu la Bible originelle, on va dire. Donc, il a retracé les mots. Et en retraçant les mots, il démontre par A plus B que l'arche de Noé n'était strictement pas un bateau. C'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Donc, je vous mets un passage de cette vidéo. Je ne vais pas la mettre entière, hein, parce qu'elle dure un quart d'heure. Voilà, c'est trop long. Peut-être 5 minutes, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien. Et puis après, bah, vous allez la regarder ou vous n'irez pas la regarder. C'est vous qui voyez.
Donc je vous mets ça, et après on continuera. Bonsoir Sylvie. On continuera aussi sur autre chose sur la Bible. Euh, alors, oui, une chose, ce que je dis, ça fait peur. Ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur. Euh, Après, ça reste une théorie, hein. C'est un support. C'est un support. Voilà. À vous de voir si vous voulez pousser plus loin ou pas. Donc, je vous mets cette vidéo. Et je vous conseille vraiment de la regarder. Je vais pourtant vous prouver que l'arche avait bien une base rectangulaire, qu'elle avait bien 3 étages et une porte sur le côté. Comment faire? Comment interpréter tous ces passages en fait? Parce que le problème de compréhension sur ce texte tiennent tous en un seul mot, ou presque, le mot Théba, que nous traduisons par arche. Nous considérons tous, aveuglément et sans raison, uniquement par tradition, que ce mot se réfère à un bateau. En fait, ce n'est marqué absolument nulle part. Il n'a jamais été marqué dans aucune Bible au monde que ce soit un bateau qui est construit par Noé. C'est une tradition, et nous la répétons tous sans jamais la remettre en question. Je vous invite donc à découvrir une petite partie de l'une de ces nombreuses remises en question que je développe longuement dans mes livres. Commençons par le plus évident, dans le cas de l'arche. Il n'y a pas de rame, pas de voile, pas d'ancre, pas de mât, pas de quille, pas de dérive. Aucun des milliers d'éléments universellement associés à la construction des navires n'est présent dans ce texte. C'est uniquement par tradition que nous associons le mot Théba à un navire. Tradition même pas unanime en fait, puisque les anciennes Bibles grecques traduisent le même mot par kibotos, qui signifie coffre, mot complètement impropre à décrire un navire évidemment. Revenons donc à l'évidence et au réel. Ce n'est pas un bateau qui est décrit. Ne nous reste plus qu'à accepter la remise en question et nous réinterroger sur la réelle nature de cette construction. Je vous rassure, ce sera très facile. Il suffit de rassembler les différents éléments qui nous sont donnés. On nous parle bien d'une construction. Elle est à base rectangulaire. Elle est élevée. Elle a plusieurs étages. Et chaque étage est moins grand que le précédent, car oui, il est bien marqué dans les plus anciennes Bibles que chaque étage est plus petit que le précédent et que le dernier étage fait à peine une coudée. Autrement dit, cette construction se termine presque en pointe comparée à sa base. Elle a globalement une forme pyramidale et une porte sur le côté. Voilà, mais qu'est-ce que cela pourrait bien être, sachant que nous sommes en Mésopotamie dans l'Antiquité? Pour peu que vous connaissiez ces régions et époques, vous aurez probablement trouvé la réponse depuis plusieurs secondes déjà. C'est une ziggourate. Oui, mais une ziggourate n'est pas en bois, me direz-vous. Or, si l'on se réfère aux Bibles modernes, il est bien précisé que l'arche fut construite en bois, souvent en bois de cyprès. Eh bien non. Il s'agit là d'une seconde pareille erreur, une autre considération qui est uniquement traditionnelle. L'arche n'est pas en bois, cela n'a jamais été écrit dans le texte. Le matériau qui sert à la fabrication de l'arche dans la Bible est rendu par le mot hébreu gopher. Ce mot n'existe nulle part ailleurs. Sa présence dans le texte du déluge est la seule occurrence de ce mot dans l'entièreté de la littérature antique. Nous ne savons donc absolument pas à quoi il fait réellement référence. Toutes les interprétations boisées sont donc toutes des spéculations, inoculant chaque fois l'a priori traditionnel selon lequel il s'agirait d'un bateau. Or, c'est bien la chose impossible en fait, car la seule information technique qui nous est donnée vis-à-vis de ces gophers, c'est qu'ils sont de forme tétragonale. Or, les planches dont on use pour la construction de navires ne sont pas de forme tétragonale. En termes de construction boisée, seules des poutres pourraient ici convenir. Or, c'est un truisme, on ne fabrique pas un navire avec des poutres. Nous ne pouvons donc en aucun cas considérer ces gophers bibliques comme se référant à des planches en bois. À nouveau, faisons seulement un effort de cohérence par rapport au contexte. Nous sommes en Mésopotamie dans l'Antiquité et on nous parle d'un matériau de construction solide, local, quadrangulaire, qui faisait manifestement la fierté de ceux qui l'utilisent. De quoi pourrait-il bien s'agir? Bien, ceux qui connaissent ces époques répondront tout aussi rapidement, il s'agit de la brique. En effet, à l'inverse d'aujourd'hui, dans l'Antiquité mésopotamienne, les briques étaient quasiment toujours de forme tétragonale. Et rappelons que le peuple sumérien est l'inventeur de la brique, et qu'il en était effectivement très fier. Plusieurs autres textes sumériens vantent le parallélisme des briques de la même manière que la Bible atteste de cette qualité de ces gophers. Donc pour peu que l'on tienne compte du contexte, les gophers bibliques sont très probablement
des briques, confondant encore et toujours plus cette construction comme étant bien à l'origine une ziggourate. Outre cette forme évidente et ses matériaux, il est encore de très nombreux indices bibliques qui permettent d'associer l'arche de Noé à ces constructions antiques. Il est par exemple précisé que l'on mit en place des armes dans l'arche de Noé, ce qui était bien la pratique commune dans le cas des ziggourats, qui servaient quasiment toujours de bastion en cas d'attaques ennemies. Il est également précisé que l'arche servait de réserve en nourriture et en animaux. Or, les ziggourats avaient bien aussi régulièrement cette même fonction dans l'Antiquité. Oui, mais au fait, une ziggourate, ça ne flotte pas. Comment donc comprendre le reste du texte? Si les montagnes ont réellement été submergées par le déluge, une ziggourate s'y serait évidemment pareillement noyée. Analysons donc la réelle ampleur de ce déluge. De quelle réelle quantité d'eau est-il vraiment question? Dans l'idée populaire, l'épisode de l'Arche intervient dans le cadre d'une inondation gigantesque, voire même planétaire. Mais que dit réellement le texte? Bien, dans la Bible, il est uniquement question d'une inondation de 15 coudées, soit environ 7 mètres. Tout de suite, c'est évidemment beaucoup plus modeste. Donc en tenant compte de cette précision, l'épisode devient tout de suite beaucoup plus crédible, voire même en fait complètement banal. Rappelons en effet que cet épisode biblique se positionne au temps mésopotamien. Or, il est archéologiquement démontré que ces régions connurent bien jadis de très nombreuses submersions de cette ampleur. Certains croyants s'attachent toutefois au gigantisme de la vision traditionnelle en invoquant la deuxième partie de cette phrase, qui semble, elle, prétendre à ce que l'eau soit plus importante au point de recouvrir les montagnes. Scientifiquement, cette dernière interprétation est évidemment absurde. Le mont Ararat, plus haute montagne aux alentours, culmine à 5137 mètres d'altitude. Aucune inondation ou même tsunami n'a jamais permis de pousser l'eau terrestre jusqu'en de telles hauteurs. Mais il semble en fait improbable que ce sens grandiloquent soit celui que voulut jadis transmettre ce texte. Sinon, pourquoi ces auteurs nous auraient-ils parlé de 7 mètres? On comprend très mal comment faire concilier la précision de cette hauteur, relativement modeste, et ce recouvrement des montagnes, sans conclure assez absurdément que les montagnes ne dépassaient jadis pas 6 mètres. Donc pour donner crédit aux deux parties de cette phrase en même temps, il n'y a qu'une seule manière, prétendre qu'il faille en fait comprendre cela comme une inondation dont la réelle taille serait bien de 7 mètres, mais par-dessus les plus hautes montagnes. C'est à cette interprétation, légèrement douteuse, que s'accrochent encore aujourd'hui de nombreux croyants et beaucoup d'exégètes. Mais on voit mal comment Noé aurait mesuré cela. Et si cette vague était réellement à ce point énorme, on comprend fort mal l'intérêt de nous préciser seulement le décompte de ces 7 derniers mètres, et d'oublier, ou distraction, de nous préciser qu'il s'agissait d'une vague de plus de 5 km de haut, haute comme 13 tours Eiffel empilées bout à bout. Comment expliquer alors ce passage qui parle d'un recouvrement des montagnes? Pour le comprendre, il faut simplement remonter à l'origine de ces vieux textes. La Bible le dit elle-même, ces premiers textes furent jadis importés de la ville de Ur en Chaldée, une ville sumérienne. Nous le prouvons longuement dans nos livres, c'est bien la lumière de la vieille culture sumérienne qu'il faut comprendre, tous les plus vieux textes bibliques. Mais ce sujet est trop vaste pour être abordé dans le cadre de cette présentation vidéo. Donc rappelons seulement que, dans le cadre du texte du déluge, cette filiation au peuple sumérien est archéologiquement démontrée, depuis l'analyse de la tablette 11 de l'épopée de Gilgamesh, jadis retrouvée en 1872 par George Smith lors des fouilles de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive. Donc le texte biblique du déluge fut bien jadis sumérien, ça c'est une certitude archéologique. Or en sumérien, les montagnes sont exprimées par la locution Kur. Mais en ce lieu et ces époques, ce mot avait une seconde signification possible, une homonymie. En tant que nom commun, il signifiait montagne, au sens où nous l'entendons, mais en tant que nom propre, il correspondait à un lieu spécifique de la mythologie sumérienne, un lieu présent dans toutes les cosmogonies de ce vieux peuple. Le Kur était en effet le monde d'en bas, une sorte d'enfer, que les Sumériens imaginaient juste sous la surface du sol. Et ce lieu était, dans leur pensée, considéré comme étant à l'origine de toutes les inondations. En effet, à l'inverse d'aujourd'hui, les Sumériens considéraient que l'eau des inondations avait une double origine. Elle tombait du ciel en pluie et montait depuis le sous-sol, débordant depuis ces mondes inférieurs que sont le Kur et l'Apsu. Cette considération de la double origine des eaux d'inondation étant présente par 2 fois à même le texte biblique du déluge, nous sommes forcés de concevoir que le concept de Kur, qu'impliquent ces considérations, était bien jadis lui aussi présent dans le texte. Or donc il y a bien 2 manières d'interpréter une inondation de 15 coudées par-dessus le Kur. Cela peut vouloir dire une inondation de 15 coudées par-dessus les montagnes, offrant la vision religieuse moderne relativement absurde, ou une inondation de 15 coudées par-dessus le monde d'en bas, jadis perçu comme l'origine de cette eau. Cette dernière interprétation est évidemment infiniment plus crédible. Ainsi, dans ce texte,
La hauteur aurait logiquement été donnée par rapport au niveau du sol, comme partout ailleurs sur Terre, et non absurdément en référence à l'indéterminable altitude d'une montagne indéfinie et prétendument immergée. Dans le chat, je vous ai mis 2 liens. C'est les 2 chaînes YouTube. La première, oui, c'est bon Pascal, le son y est. La première, c'est ce qui retrace toutes les catastrophes naturelles qui arrivent dans le monde actuellement. Voilà, vous verrez, vous en avez tous les 2 jours, grosso modo. Et la deuxième, bah, c'est cette vidéo, si vous voulez la voir un peu plus en détail. Elle ne dure pas longtemps, hein, elle dure 16 minutes. Mais bon, je ne voulais pas vous passer ça 16 minutes en live. Donc voilà. Donc comme vous avez pu voir, dans cette vidéo, il y a une interprétation de la Bible qui a été repris, et d'après moi faussé, bien sûr. Donc ça n'expliquerait pas une inondation énorme. Ça explique une inondation de 7 mètres à partir du sol. Ce qui explique donc les inondations, la vidéo que je vous ai montrée là, de 1892, et d'autres, parce que généralement ça arrive tous les 200 ou 300 ans, ça explique ceci. Donc voilà. Ça expliquerait pourquoi aussi il y a toutes ces, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, les Théba, ouais, les Théba, ces formes hein, qu'on voit un peu de partout, hein, sur toute la planète, hein, triangulaires, là, plusieurs étages. En fait, ça serait ça, les arches. Voilà. Par contre, ce qui m'a posé problème ici, c'est qu'en faisant des recherches, on s'aperçoit qu'il y a des lacs salés en hauteur, qui n'ont rien à y faire. Donc ça expliquerait, enfin ça irait dans le sens qu'il y ait eu une énorme vague. Si vous voulez savoir, le lac salé le plus haut, je crois qu'il est en Chine, il culmine à 4000 mètres d'altitude. Voilà. Notamment aussi si on fait des fouilles ou qu'on gratte la terre, ça je pense à Greg, qui est en Bretagne, qui est très 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 haut, là où il y a des constructions. Donc, comme les maçons qui construisaient des maisons, quand ils grattaient le sol, ils retrouvaient des coquillages. Ça n'avait rien à faire là aussi. Donc, à un moment donné, ça voudrait dire qu'il y a eu une grosse vague. Une grosse inondation. Et cette grosse inondation, elle viendrait si ça s'avère que l'axe de rotation de la Terre bascule complètement. Parce que là, comme je vous ai expliqué, les plaques tectoniques, pardon, elles se cognent, volcan, d'accord, et en tapant tsunami, mais gros tsunami. Et tsunami, ça, voilà, d'accord. Ça impliquerait aussi, si une catastrophe énorme arrive comme ça, là, un basculement comme ça expliquerait une catastrophe mondiale. Ça ne serait pas local, ça ne serait pas qu'un pays, ça serait mondial, mais vraiment mondial, avec d'énormes inondations, d'énormes volcans, et donc d'énormes coulées de boue. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer quelques photos tirées du passé aussi. Si vous faites une recherche Google, vous les trouverez. Et même de visu, en vous baladant dans les villes, vous verrez ces maisons bizarres. Vous les verrez. Je vais vous mettre des photos, je vous demande juste un instant. Il faut que j'ouvre mon dossier. Voilà, c'est ici. Voilà, donc inondation mondiale avec éruption volcanique. Ces éruptions volcaniques, ça fait des tremblements de terre, et quand il y a des tremblements de terre de cette intensité, il y a un effet qui arrive, c'est la liquéfaction du sol. C'est-à-dire que ça secoue, et il y a les eaux qui montent, et il y a tout ce qui est au-dessus qui descend, en fait. Voilà, je vous donne un exemple, la tour de Pise. On la voit tous tordue, on dit « Oh, elle est tordue, l'autre il avait un canon dans le nez » et quoi que ce soit, mais en cas de liquéfaction de sol, la tour, elle s'enfonce, elle se met de biais. Des monuments comme ça, vous en avez beaucoup. Mais il y a pire, c'est que si vous regardez les bâtisses, les anciennes bâtisses, si vous regardez l'architecture des bâtisses, on voit des fenêtres à ras-le-sol. Pourquoi on irait faire des fenêtres à ras-le-sol? Pourquoi? Il n'y a pas de but. D'autant plus que si vous prenez la maison, vous avez les fenêtres,
et vous vous apercevez que la porte qu'il y a là, elle correspond à l'axe d'une fenêtre. Vous voyez? Ou alors, vous avez les fenêtres, vous avez la porte, et vous avez des grandes montées d'escalier pour accéder à la porte, et en dessous, vous voyez des petites fenêtres. Vous voyez? Alors ça, c'est un affaissement de la maison, ou alors une coulée de boue qu'il y a eu, qui est venue sur le dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, je vais vous montrer des photos, ça sera plus parlant. Je vais enlever ça. Non. Voilà, c'est ça que je vous explique. Je peux pas le mettre plus gros aussi. Vous voyez la construction de la bâtisse? Nous, on marche ici. Et lors de travaux, il s'est avéré que la bâtisse avait d'autres fondations. Vous croyez vraiment que ceux qui ont bâti ces maisons se sont amusés à faire une architecture comme ceci, là en bas, là, avec des fenêtres ici, à droite, à gauche? Dans quel but? Ça n'a pas de but. Là aussi, il y a eu des travaux, et on voit bien. Vous voyez, là, vous avez la porte d'entrée, là, ici. Mais en bas, il y a d'autres structures. Pourquoi ils auraient construit cette bâtisse comme ça, enfouie dans la terre, et mis une porte ici? Je vais en montrer d'autres. Là, vous avez une église aussi. Vous voyez, les fondations, elles sont là. Vous avez l'entrée ici. Ça, c'est les chemtrails. C'est pour jouer le nature. Hop là. Là, on revient là. Et ça, ces bâtisses, vous les retrouvez dans le monde entier. C'est mondial. Et pour que ça arrive, tout ceci, là, un ensevelissement total, ou alors une coulée de boue totale, il faut regarder, oui, bien sûr. Pour que ça arrive comme ça, il faut des éruptions volcaniques et un tremblement de terre mondial, vraiment mondial. Et là, on peut voir que c'est arrivé. Voilà. Joël, oui, il faut regarder les vidéos sur la Tartaria, sur Odyssée, oui. Il y a beaucoup de vidéos, oui. Sur Odyssée, c'est bien parce qu'il y a beaucoup moins de censure. Tartaria, oui, bien sûr. Puis tu as aussi l'énergie libre, t'as les... Enfin, on va arrêter là. on va rester concentré sur l'axe de rotation de la Terre. Donc voilà. J'en étais où, moi, dans mon truc? Du coup, je suis perdu. Donc, Noé, on a vu. Donc voilà. Au point de vue biblique aussi. Au point de vue biblique. Si on regarde la Bible, Matthieu, je l'ai lu. Ouais, j'ai lu la Bible, hein, c'est étonnant. Hein. Qui aurait dit ça il y a 5 ans? C'est qui aurait dit ça? Je vais vous lire un passage de la Bible de Matthieu. Je vais vous la mettre d'ailleurs. La page. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans la Bible? Ils nous disent, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur du roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Là, j'insiste sur le roc. Parce qu'en fait, sans rentrer dans les religions, où on sait que c'est tout du pipeau, c'était un outil de contrôle. On sait ce qu'ils font pour certains, notamment aux enfants. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ce sujet non plus. Eux, ils savent. Ça, ils le savent, c'est caché. Ils les connaissent, ces périodes, parce que c'est des périodes cycliques qui arrivent. Comme je vous dis, dans les recherches, ça arrive tous les 200, 300 ans, 400 ans, c'est pas fiable. Et selon ce basculement de rotation de l'axe de la Terre, c'est plus ou moins important.
vraiment plus ou moins important. Pour qu'il y ait eu ces ensevelissements, comme je vous dis, c'est qu'il y a eu vraiment la catastrophe, c'est-à-dire un basculement total. Vraiment ça. Et donc, la Bible vous dit que si vous écoutez ces paroles, il faut bâtir votre maison sur du roc. Parce que ce qui l'a fait sur du sable, elle va couler, ou elle sera ensevelie par les inondations. Voilà. Sur du roc, ils disent aussi qu'on a l'abri du vent et de la pluie. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer quelques photos d'églises, de monastères, de maisons de nobles. Et vous allez voir où est-ce qu'ils les ont construits. Ça, pareil, vous tapez sur Google et vous allez le trouver. J'ouvre mon dossier, 2 petites secondes. Image. Et je vous partage ça. Voilà. Là, vous avez une église en hauteur, sur du roc. Je vais essayer d'agrandir. Là aussi, vous avez un monastère en hauteur, sur du roc. Là aussi. Là aussi. Également là. Vous voyez ces bâtisses qui sont montées toujours en hauteur et sur du roc. Et c'est toujours des lieux saints, des lieux d'église. Alors ça n'a rien à voir, c'est les ensevelissements. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure pour en revenir. Vous voyez, vous avez les fenêtres. Vous avez d'autres fenêtres ici, là. Et la porte d'entrée était ici. Et comme ça a été enseveli, ils ont transformé une fenêtre en porte. Voilà, c'est pour revenir dessus. J'ai enlevé ton message. Voilà. Voilà, alors moi, la question que je me pose, enfin, je pense que vous l'avez compris, hein, c'est que les hommes de foi, on va dire, pas tous, hein, ceux qui sont vraiment dans la connaissance, ils le savent ça. Et ils ont fait des bâtisses pour se protéger. Voilà, c'est écrit dans la Bible. Ils ont des connaissances et un savoir qu'ils nous ont caché. Voilà. Voilà, il suffit d'ouvrir les yeux. C'est tout. Je reprends mon fil d'actualité là. Donc oui, donc je vous ai mis les 2 chaînes, comme je vous ai dit. Ok. Donc voilà. Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le réchauffement climatique fait fondre les glaces, des glaciers aussi montagneux, fait basculer les pôles et crée tout ceci. Maintenant, est-ce qu'il y aurait un moyen d'éviter ceci, en fait? Ben, il faudrait tout simplement protéger la Terre pour éviter qu'il y ait trop de réchauffement climatique, grosso modo. Donc, en fait, il faudra empêcher les rayons de soleil de trop frapper. Voilà. Et là, j'en viens à toi, Joël. C'est pour ça que j'étais d'accord avec toi quand tu as dit ça l'autre soir dans le live. Je vais vous parler des chemtrails. Alors, je vais faire un tour vite fait sur les chemtrails. Je pense que vous êtes tous au courant, mais au cas où, les chemtrails, c'est ce que les gens qui ne veulent pas voir, ou ne veulent pas entendre, ou tout simplement ne voient pas, c'est ces longues traînées blanches qu'il y a derrière les avions. Voilà, des longues traînées blanches derrière les avions. Un avion, ça ne fait pas ça. Un avion, enfin avant, parce que maintenant les moteurs ils ont changé, ils font plus de condensation derrière. Mais on va admettre que les avions fassent une condensation. C'est un tout petit trait qui disparaît et c'est fini. Là, actuellement, ce qu'on voit, c'est des traînées blanches d'avions, mais qui font et c'est sans cesse. C'est sans cesse, c'est sans cesse. Ça, c'est pas de l'évaporation, c'est pas des vapeurs d'eau. Ça, c'est des produits chimiques. C'est les chemtrails. Ça a pour but, en fait, d'après ce qu'ils nous disent, d'empêcher les rayons du soleil de frapper trop réchauffer la Terre. D'accord?
dans les réseaux complotistes, dont je fais partie, j'en suis fier. Oh, voilà. On pense tous que c'est pour nous empoisonner et que c'est fait pour ARP. Alors ARP, ça c'est pour toi que je vais dire ça, Pascal. ARP, c'est des antennes qui sont un peu partout sur le monde, qui en fait envoient des ondes dans ces nuages que pulvérisent les avions et les poussent en fait. Ils les poussent. Et avec ça, ils changent le climat. Ils le changent où ils veulent. Et ils créent des catastrophes, aussi bien tremblements de terre qu'au tsunami, qu'aux tempêtes, comme ils veulent. C'est une arme. C'est une arme de guerre. Si tu fais des recherches, tu le trouveras. Hein. C'est même plus caché. Hein. Ils le disent carrément. Voilà, il peut changer le climat et tout avec. Alors, la question que je me pose, c'est que tout le monde, quand il voit un tremblement, un cyclone ou une pluie ou de la grêle ou un tsunami, c'est ARP. C'est toujours ARP, ARP, ARP et ARP. Les chemtrails, c'est ARP, c'est toujours ARP et toujours ARP. Maintenant, il faut distinguer deux styles de chemtrails. Je vais vous les mettre en photo. Mes dossiers sont où? Ils sont là. Je vais vous expliquer en photo, ça sera plus simple. Basculement, il est où? Il est là. Voilà, alors ça, c'est ce qu'on voit après le passage d'un avion qui a pulvérisé les chemtrails. Au départ, vous avez un ciel bleu. Et après, il est laiteux. Il est très laiteux. On voit quasiment plus le bleu, ça fait gris et les températures baissent. Donc ça, c'est l'épandage. Maintenant, le souci, c'est qu'il y a un autre système d'épandage où on voit ceci. Où on voit que là, ça fait des traits. Alors en fait, pour moi, il y a deux systèmes d'épandage. Il y a deux causes. Je reviens ici. C'est que pour moi, il y a un épandage qui est fait pour refroidir le climat. Voilà. Et un autre qui est fait pour créer des tempêtes, grosso modo, pour l'arbre climatique. L'arbre climatique, on peut la discerner avec ça. C'est vague. Parce que là, c'est ARP qui pousse. C'est les ondes qui poussent. Alors qu'ici, ça ne pousse pas. Alors, à chaque fois qu'on voit des chemtrails, on dit c'est ARP. Non. Je suis désolé, moi je vous dis non. Parce que, est-ce que vous avez une catastrophe naturelle qui arrive à chaque fois que vous voyez un épandage? Non, ça n'arrive pas toujours. Vraiment pas toujours. La catastrophe, elle arrive quand on voit ça. Quand on voit que c'est poussé. Là, c'est pas poussé, c'est un épandage. Je dois avoir une autre photo quelque part, je pense. Non. Là, on peut voir que c'est poussé, ça vous fait des vagues. Vous voyez? Donc, pour moi, il y a deux raisons à ces chemtrails. L'une, c'est pour refroidir le climat, pour éviter la fonte des glaces, et en fait, pour retarder ce basculement des pôles. C'est uniquement pour ça. Et après, il y a l'autre partie de ARP, qui est l'arme militaire, pour contraindre certains pays qui ne vont pas dans le sens de ce qu'ils veulent nous mettre. À mon avis, il faut distinguer les deux choses. Et pour en revenir à ce que tu disais, Pascal, le tsunami qu'il y a eu, ça, c'était ARP. Ça, je te le dis, c'était ARP. Parce qu'à ce moment-là, ce pays ne suivait pas les directives des États-Unis. Et ARP, comme je t'ai dit, c'est une arme militaire pour contraindre. Donc voilà, ils n'ont pas voulu suivre ce qu'ils disaient, ils ont balancé ARP. Ils ont créé un tsunami. Si tu veux savoir la tempête qu'on a eue en France aussi, qui a tout rasé dans les années, je ne sais plus trop quoi, la France était en conflit aussi avec les États-Unis sur un accord, on a chopé cette tempête. Voilà. Tu as même le Venezuela qui avertit les États-Unis en disant que s'ils servaient de ARP, ça n'allait pas se passer comme ça. Bon, ils s'en sont pas servis. Voilà. Je sais que c'est compliqué pour toi, parce que je te connais, je sais que tu n'es pas du tout là-dedans. Tu dois être un peu perdu. Ouais, c'est ça, c'est en 99. Ouais. Ça, c'était ARP. Voilà, c'est voulu, c'est pas arrivé comme ça. Voilà. Et après, les relations entre la France et les États-Unis, ça a changé. Voilà.
Ah, merci Dorian, c'est gentil. Tiens, bah, je l'affiche même. Merci, c'est gentil, gentil. Donc, voilà. Donc, je reprends mon truc. Voilà. Donc, après tout ce que je vous ai dit, moi, je me pose une question. C'est juste une question, d'accord? Parce qu'on a tous, enfin la plupart des gens, hein, ont compris que le coco, c'était une arnaque. Voilà. Euh, pour des fins génocidaires. Voilà, on le sait. C'est tout ce que c'est une arnaque. On sait à quel point ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Ils savent très bien nous mentir. Et leur arme préférée, c'est comment dire, zut, c'est nous divertir. Vraiment nous divertir. Ils nous mettent un truc devant les yeux et on ne voit pas ce qui se passe à côté. Mais ils sont tellement malins qu'ils te mettent un truc devant les yeux. Toi, tu cherches ce qu'il y a derrière. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est encore un truc qu'ils ont mis. Donc, tu vas chercher derrière, il y a encore un truc qu'ils ont mis. Voilà. Donc, la question que je me pose, c'est en fait, tout ce qu'on est en train de vivre là, parce qu'on en prend plein la tête de partout. Il y a le réchauffement climatique, il y a la guerre en Ukraine, il y a les élections aux USA, il y a les élections au Brésil, il y a les retraites, il y a le Canada. On en prend plein la gueule, ils nous en mettent plein la tête et on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et moi, la question que je me pose, vraiment, mais vraiment, je me la pose, c'est si tout ça, là, c'est pas un écran de fumée pour nous cacher ça derrière, en fait. C'est vraiment la question que je me pose. Voilà. Parce que si on prend des discours de certains politiques, par exemple, on va prendre Macron, il a dit 7 fois nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Voilà. Il a dit que c'était un ennemi invisible. Voilà. Il a dit que la bête de l'événement était là et qu'elle arrive. Il nous l'a dit. Voilà. Est-ce que cette bête et cet ennemi invisible, c'est pas ça justement? Basculement de pôle. Si on prend la théorie de QAnon aussi, j'étais à fond QAnon, hein, voilà, c'est comme ça, hein, on passe tous par ce chemin, là, on a tous un chemin à faire. Si on prend la théorie de QAnon, où on suit beaucoup, ouais, les politiques tous pourris, ouais, mais carrément, ouais, c'est du contrôle, hein, voilà. Si on suit la théorie de QAnon, donc on suit Trump. Trump, il a dit, dès qu'il arrive au pouvoir, zut, j'ai perdu la phrase, la tempête arrive. Il l'a dit, hein, la tempête arrive, elle est là, elle est là. Tempête, si on prend juste le mot tempête, nous tout de suite on extrapole tempête, voilà, tempête ça va déménager, il va tout casser, voilà, il va enlever le DS et compagnie. Non, il a dit tempête, tempête, basculement de pôle. Il dit aussi souvent, si on suit les postes Q, suivez l'eau, la montée des eaux. C'est tout bête, hein. Dans le plan QAnon, on vous parle aussi d'un blackout. Ça va être un blackout, c'est normal, il faut que le système s'effondre pour repartir sur autre chose. Ça va tout péter. Ils vont couper Internet, ils vont couper les téléphones, on n'aura plus de télé, plus rien va marcher. Affaiblissement du champ magnétique, ça détruit tout ce qui est électronique. Si vous regardez un peu sur Internet, il y a des satellites qui tombent. D'accord? Les banques, des moments, les guichets, c'est fermé. Il y a plein de trucs en informatique qui ne marchent pas. Blackout, nous on dit c'est le blackout, c'est une alliance militaire, c'est normal, c'est fait pour. Non, blackout. Si le champ magnétique s'arrête, ça va être le blackout. Ah ouais, il n'y aura plus rien qui marchera. Des relations comme ça, vous pouvez en faire plein. Bon, suivi l'eau, je vous l'ai dit, la tempête arrive, blackout, elle arrive. Voilà, donc je vous ai tout dit. Donc moi, ma question, c'est est-ce que c'est pas tout un gros écran de fumée qu'on nous met devant les yeux pour cacher tout simplement ça? C'est juste une question. Je ne veux pas faire peur, c'est juste une question. Et je pense que ça mérite de creuser plus loin. Voilà. La cause... si j'ai pas peur, attends, je vais t'afficher. Si j'ai pas peur de me faire censurer, alors j'en suis à 4 comptes Facebook, j'en suis à 3 chaînes YouTube. J'ai fait un live l'autre jour, ils m'ont mis 29 jours Facebook avant que je fasse le live.
Donc là, j'ai un compte où je suis bloqué, mais c'est pas grave. Me censurer, c'est pas grave du tout, hein. Tu sais, ils me font péter la chaîne, j'en fais une autre, hein. Hein, maintenant, je commence à devenir bon, quoi, dans la création des chaînes et des comptes. Ça, c'est pas grave. L'important, c'est que les gens soient informés. Voilà. Tu as des gens actuellement euh, qui pensent vraiment que c'est pour notre bien, qui vont mettre en place un passe carbone. Parce qu'on va l'avoir, ce passe carbone. Il ne faut pas rêver, hein. Voilà, c'est l'outil de contrôle. Ils ne comprennent pas que ce passe carbone, c'est pour nous contrôler et pas parce que nous, on est des vilains, on a pollué la planète. Voilà. Oui, mais alors YouTube, attends, je vais t'afficher. Voilà. YouTube aussi n'est pas net et cache quelque chose. Alors, je vais dire une chose, tout ce qui est réseaux sociaux, tout, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, tout, ça fait partie d'une compagnie qui est aux USA, d'accord? Et cette compagnie, ça a été monté par la CIA. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, c'est un gros outil de contrôle, parce que si tu regardes, on fait quoi sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, on étale notre vie. En fait, on donne tous les renseignements sur nous. Voilà. Si tu cherches bien, tu verras que YouTube, Facebook et compagnie, ça a été monté par la CIA. C'est officiel, c'est sorti. Si tu vas chercher des articles aux États-Unis, hein, qui sont des articles officiels, voilà, c'est marqué. C'est un outil de contrôle. Donc, c'est pas grave. Si tu veux, là, actuellement, on vit, ils nous attaquent par l'information. Ils nous ont toujours attaqués par l'information. Ils nous ont toujours menti. Même à l'école, ils nous ont menti. L'histoire, elle est fausse. Elle est fausse. Je ne veux pas rentrer trop dans le débat parce qu'il faudrait que je dise des choses. Ça prendrait des plombes. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, actuellement, on vit un lavage de cerveau par les médias. À la télé, ils nous ont menti depuis le début du Covid. C'est aberrant. Ils ont menti tout le monde. Tu as des gens qui sont tombés dans le piège du coco, qui sont allés se faire piquer, qui ont fait des tests. Voilà. Mais c'est vrai que Facebook, YouTube, c'est un outil de contrôle, qu'on est contrôlé. Mais par contre, c'est un bel outil pour partager de vraies infos, pour informer les gens. Tu vois, tu as combien de gens, tu as combien de personnes qui ont évité d'aller se faire piquer? Tu as combien de personnes qui ont évité d'aller faire des tests? Rien que pour ça, rien qu'avec ça, tu vois. C'est important. Cet outil, il est pourri, on sait que c'est un outil de contrôle, mais il faut qu'on prenne ce qu'on a à disposition pour les contrer. Parce qu'eux, ils ne pensaient pas qu'on allait faire ça, justement. Tu vois, le coco, on l'a déboîté. Avec tout ce que tout le monde a trouvé et les partages, on l'a déboîté. Voilà, c'est important de se servir de ces outils. Après, ils peuvent faire sauter les chaînes, mais moi, je m'en fous, hein. Moi, je ne vis pas sur YouTube, hein. Moi, j'ai ma vie à côté, voilà, puis ça me va très bien. Tu vois, ils me la font péter, je recrée une autre chaîne. Oui, on est dans la vraie vie, Sylvie, ouais. On est dans la vraie vie, ouais. Après, tu as ceux qui sont dans la vraie vie, qui essayent d'essayer de faire prendre conscience des choses à des gens. Voilà. Tu as ceux qui vivent leur vie à côté. Et tu as ceux qui sont dans leur vie qui ne voient rien du tout. Mais eux, ils vont à la catastrophe. Voilà. Donc j'étais sur le passe carbone, je vais finir avec ça pour expliquer ce que c'est en fait. C'est le modèle chinois qui est en place en Australie. Oui, ça a démarré en Australie. Leur plan, c'est de faire ça au point de vue mondial, c'est le contrôle total de la personne. En fait, le passe carbone, vous allez voir, ils ne vont pas tarder d'en parler, hein. Ils arrivent toujours par petits pas. Ça sera comme un permis à points. Vous avez un permis, vous avez des points carbone. Voilà. Je dis un truc au pif, vraiment au pif, hein. Sur ce permis, vous avez droit de dépenser 200 € de carbone dans le mois. Alors, c'est-à-dire que chaque achat que vous allez faire, il y aura un décompte de carbone. C'est-à-dire que vous allez faire votre plein, vous aurez un décompte de carbone. Vous allez mettre du fioul dans votre chaudière, un décompte de carbone. Vous allez prendre l'avion, un décompte de carbone. Voilà, vous aurez 200 €, on va dire. C'est un truc au pif que je vous dis, hein. Une fois que vos 200 € sont atteints,
Vous allez à la station d'essence, c'est refusé. Vous voulez prendre l'avion, c'est refusé. Tout achat où il y aura une dépense de carbone sera refusé. Et pour ça, il faudra faire quoi? Il faudra recharger. Eh ben ouais, on est des, on est des bons boutons, hein. On est des vaches à lait. Il faudra acheter des points. Voilà. Mais ça sera possible à 2 conditions. Et on l'entend de plus en plus. C'est que pour qu'ils puissent mettre ce passe carbone et qu'il soit effectif, il faut avoir une identité numérique et qu'on passe à l'argent numérique. Parce qu'actuellement, on fonctionne avec de l'argent papier, qui ne vaut rien, parce qu'il est basé sur rien. Ça ne vaut rien, c'est une planche à billets qui font tourner. Mais le fait qu'on ait cet argent-là, qu'on peut payer en liquide, ils ne peuvent pas savoir ce qu'on achète. Donc tu peux acheter ce que tu veux. S'ils te mettent un passe carbone où tu ne peux pas dépasser 200 € d'achat de carbone, mais que tu vas payer en liquide, ils ne le savent pas. Tu vois. Par contre, si tu as une identité numérique et qu'on passe à l'argent numérique, surtout, une fois que tu as l'argent numérique, toute transaction sera contrôlée numériquement. Et là, ils pourront faire leur décompte. Et là, tu l'as dans le baba. Voilà. C'est ça. Mais là, on va y venir. Là, c'est en place en Australie. Actuellement, ils ont le pass pour accéder aux réseaux sociaux. Ils ont 100 points. Et selon ce que tu dis et ce que tu fais sur les réseaux sociaux, tu perds des points. Et dès que tu as perdu des points, tu n'as plus accès aux réseaux sociaux. Voilà. Là, c'est actuellement en place ou c'est un projet de loi. Putain, je ne veux pas dire de conneries. Je crois que c'est un projet de loi qui va être voté bientôt. Mais c'est ça. C'est ça, il faut refuser. Il faut refuser, tout simplement. Moi, c'est ce que je fais. J'ai tout refusé. Alors tout. Je leur remets tout dans le cul. Franchement, je leur remets tout dans le cul. Leur Linky, je le garde là où je pense. Leur chauffage, machin, c'est où je pense. Voilà, leurs tests, ils se sont mis où je pense. J'ai jamais fait un test PCR ou salivaire, je ne voulais pas. Le vaccin, je n'en parle même pas. Voilà, non, je m'en fous. Leur passe carbone, je m'en fous aussi. Voilà. En fait, pour se sortir de ce bins, moi, je vois qu'une solution. Si on est dans le cadre du nouvel ordre mondial, et voilà, du NOM, si on reste dans ce cadre, et qu'en fait, on se dit que c'est ça qui arrive, et que c'est pas quelque chose qui nous met pour expliquer le basculement des pôles. Hein. On va rester dans le cadre du nouvel ordre mondial. Là. J'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, la seule solution pour éviter ça, en fait, c'est qu'il faut dire non. Comme tu dis, il faut dire non à tout. À tout. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils savent rien faire. Ils savent rien faire. Ils n'ont jamais été dans la misère sociale. Ils ne savent pas ce que c'est que de toucher un outil. Ils ne savent pas ce que c'est de travailler là sur de son front. Ils ne savent pas ce que c'est que de faire fonctionner l'économie. Eux, ils créent des lois hein, pour faire fonctionner l'économie, mais ils ne la font pas fonctionner. C'est nous qui la faisons fonctionner. D'accord? Donc en fait, il y a un groupe de personnes, c'est les 11 familles, 11 ou 13, je ne me rappelle plus, qui ont mis des personnes dans tous les États, grosso modo, dans toutes les grosses structures. C'est des pantins qui suivent un agenda. C'est l'agenda 2030, grosso modo. Enfin, c'est même pas grosso modo, c'est l'agenda 2030. Voilà. Le truc, c'est que ce système, il fonctionne parce qu'on le fait fonctionner. Parce que si demain, vous arrêtez d'aller consommer de l'essence, toutes les entreprises, elles coulent. Vous arrêtez de consommer de l'électricité, toutes les entreprises électriques coulent. En fait, c'est nous qui faisons fonctionner ce système. Voilà. Et le truc, c'est qu'ils nous ont encerclés. Nous, on est au milieu, et on est pris entre l'argent, parce qu'il nous faut de l'argent pour travailler, donc on est esclave de l'argent. On est pris avec les énergies, parce qu'il faut chauffer sa maison, il faut se déplacer avec sa voiture, d'accord? Et on est pris par un système de santé. Voilà, parce qu'avant, on soignait par les plantes, enfin, nos anciens soignaient par les plantes, maintenant, on ne sait plus le faire. Donc, on est pris là-dedans, en fait. On est pris entre l'argent, le confort et tout ce qui nous apporte en énergie. Voilà. Mais si on ne fonctionne plus dans ce modèle, eh ben, ils ne nous tiennent plus. Ils ne nous tiennent plus, c'est fini. Et comme eux, ils savent rien faire, eh ben, ils vivent plus, parce qu'ils vivent grâce à nous. Donc, pour arriver à mettre un terme à ça, il faut que tout le monde dise non. Mais les gens, ils sont accrochés à leur confort.
ils sont accrochés à leur train-train, voilà, donc c'est compliqué. Pour moi, c'est la seule solution, hein. Il faut que tout le monde dise non, dise on arrête votre système. Et là, ils sont bagués. Mais on n'y est pas prêt. Voilà. Donc, ce qui arrive là, ben, je vais le répéter, je sors un peu du sujet du live, mais bon, ce qui arrive, c'est qu'on va se prendre une crise économique, financière et nutritionnelle pleine gueule. Ça a commencé, ça va être pire, ça va aller de pire en pire. On ne pourra pas l'éviter. Je vous dis tout de suite, on ne pourra pas l'éviter. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de l'amortir. Mais pour l'amortir, il faut sortir de leur système et devenir le plus possible indépendant. C'est que ça. Il y a que ça à faire. Mais ça veut dire que pour arriver à ça, il faut revenir peut-être 100 ans en arrière. Il faut apprendre à se nourrir différemment, à se soigner différemment et avoir une énergie différente. Moi, chez moi, je donne un exemple, j'ai mis des panneaux solaires, un panneau solaire avec une batterie, très simple. J'éclaire ma maison comme ça, enfin des pièces de ma maison comme ça. Voilà. Mais vous ne pourrez jamais acheter des panneaux solaires pour fournir en électricité toute votre maison avec la consommation que vous avez. Ce n'est pas réalisable. Il faut revenir en arrière. Il faut revoir ses priorités, tout simplement. Voilà. Mais moi, je vous conseille de le faire. Je vous conseille de vous orienter vers une autre façon de vivre, retrouver ce que nos anciens faisaient avant. Ça vous permettra d'amortir tout ce qui arrive. Parce que de toute façon, on ne pourra pas l'éviter. Ça va tout se casser la gueule. Les banques commencent à se casser la gueule, l'économie se casse la gueule, le système se casse la gueule. Là, il y a les sanctions économiques qui vont encore tomber en Russie. Poutine l'a dit, ok, amusez-vous-y, je vous coupe le gaz et le pétrole. Si on tombe dans une crise pétrolière où on n'a plus de pétrole, il ne faut pas penser que c'est juste votre plein de voitures que vous ne pourrez pas faire. Si une crise de pétrole et qu'il n'y a plus de pétrole, c'est la famine. Parce que dans les magasins, c'est les camions qui amènent la nourriture. Et les camions, ils amènent grâce au gasoil. D'accord? Donc s'il y a une grosse crise de pétrole, le pétrole, ça va être, enfin l'essence, la pompe, ça va être pire que rationné, et ça sera pour les services d'urgence, pompiers, police, armée. Nous, ça sera au compte-gouttes. C'est-à-dire que les pénuries vont s'agrandir, vraiment s'agrandir. Comprenez? Si, comme on voit là, il risque d'y avoir des problèmes d'électricité aussi. Il faut bien prendre conscience que s'il n'y a plus d'électricité, vous direz, vous n'avez pas de lumière, on s'en fout, vous n'avez pas la télé, on s'en fout, mais il y a votre frigo qui ne marche plus. D'accord? Vous n'avez plus d'eau non plus. Parce que l'eau, on pense qu'on ouvre un robinet, on a l'eau, mais non, l'eau, c'est une centrale électrique qui amène l'eau. Vous voyez? Donc, il faudra avoir une autonomie sur l'eau, sur la nourriture, sur les médicaments et les déplacements. Voilà. Ça fait peur ce que je dis, mais vous savez, moi, je suis terre à terre. Hein. Je suis vraiment terre à terre. Voilà. Donc, je vais faire un petit tour ici, là. 2 petites secondes, je lis le chat. Attends, qu'est-ce qui n'importe quoi? Ça se mange pas le pétrole. Ah, mais je crois que tu as marqué ça avant que je t'explique. Au cas où tu n'as pas compris, je te réexplique. Dans les magasins, c'est des camions qui amènent la nourriture. Si tu n'as plus de pétrole, tu n'as plus de camion. Si tu n'as plus de camion, tu n'as plus de nourriture. C'est basique, c'est clair, net et précis comme de l'eau de roche. Voilà. Je vais l'enlever, il est où? Hop là. Qu'est-ce que tu mets, Joël? Je préfère refaire un retour en arrière de 100 ans, hop, que d'obéir à des baltringues pour bien les emmerder. Arrêtez vos voitures, achetez un bourrin et une carriole. On va bien les emmerder sur les routes. Ah, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Ah, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai mon sac d'évacuation qui est prêt. Hein. Voilà. Ça se casse la gueule, moi, je m'en sortirai. Hein. Voilà, je sais. Enfin, je m'en sortirai. Voilà.
Je vais pas dire que je sais ce qu'il faut faire, mais voilà, j'ai prévu au cas où. Mais ouais, moi je suis partant, moi. J'ai toujours été fou, hein. Voilà, j'ai toujours été près de la nature. S'il faut revenir 100 ans en arrière, moi j'y reviens, hein. C'est pas un souci, hein. Voilà. Il y a les éoliennes. Il y a des éoliennes. Alors, si tu crois que les éoliennes vont remplacer les centrales nucléaires, tu te trompes. Le parc éolien, ça représente, je ne sais plus si c'est 5 ou 15% de la consommation énergétique en France. C'est que dalle. C'est que dalle. Voilà.